Chapitre 10. Révélation. Temps et marée n'attendent personne. C'est un adage, vieux comme le monde. Pour les marins et les pêcheurs, il signifie simplement que les horaires d'un bateau se plient à la volonté de l'océan et non à la convenance des hommes. Mais parfois je m'étends, le pire de la douleur apaisée par le thé, et je m'interroge. Les marées n'attendent personne. Cela est vrai, je le sais. Mais le temps. L'époque où j'ai vu le jour attendait-elle ma naissance? Les événements se sont-ils enclenchés comme les dents de bois des monstrueux rouages de l'horloge des satins, s'engrenant avec ma conception pour guider ensuite mon existence? Je ne prétends pas à une place prépondérante dans l'histoire. Cependant, si je n'étais pas venu au monde, si mes parents n'avaient pas cédé à une brève poussée de désir charnel, tant de choses seraient différentes. Tant de choses. Meilleures? Je ne crois pas. Et puis, je cligne les yeux, je m'efforce de clarifier ma vision, et je me demande si ces pensées me sont propres ou si elles proviennent de la drogue qui court dans mes veines. J'aimerais pouvoir prendre conseil auprès d'Imbre une dernière fois. Le soleil indiquait la fin de l'après-midi lorsqu'on me réveilla d'une tape sur l'épaule. Ton maître a besoin de toi, me dit-on laconiquement, et je sursautai. Les grands cercles des mouettes dans le ciel, l'air frais et salin et le dandinement plein de dignité du bateau me rappelèrent où je me trouvais. Je me levai, honteux de m'être endormi sans même m'assurer qu'Imbre était bien installé, et je gagnai en hâte le rouf à l'arrière. J'y découvris Imbre, qui s'était visiblement approprié la petite table de la coquerie, absorbée dans l'étude d'une carte. Mais c'est une vaste jatte pleine de soupe de poisson qui retint mon attention. Imbre me fit signe de me servir sans lever les yeux de sa carte, et je m'empressai de lui obéir. Il y avait des biscuits et du vin rouge, piqués en accompagnement. Devant la nourriture, je me découvrais un appétit de loup. Je finissais de nettoyer mon assiette avec un bout de biscuit quand Imbre me demanda: Ça va mieux? Oui, beaucoup. Et vous? Mieux aussi. Il posa sur moi ce regard de faucon que je connaissais bien. À mon grand soulagement, il paraissait complètement remis. Il écarta mon couvert et posa la carte devant moi. Ce soir, dit-il, nous serons ici. Le débarquement sera plus épineux que l'embarquement. Avec de la chance, le vent sera au rendez-vous. Sinon, nous manquerons le meilleur de la marée et le courant sera fort. Nous serons peut-être obligés de faire nager les chevaux jusqu'à la côte en les menant à bord du Doris. J'espère que non. Mais tiens-toi prêt, à tout hasard. Une fois à terre, vous sentez la graine de Caris. J'avais du mal à y croire. Pourtant, j'avais indiscutablement perçu l'odeur suave de la graine et de l'huile dans son haleine. Comme tout le monde, j'avais mangé des gâteaux au Caris à la fête du printemps. Et je me rappelais l'énergie étourdissante que je pouvais procurer un simple saupoudrage de cette graine sur une pâtisserie. On célébrait toujours ainsi l'orée du printemps. Une fois par an, quel mal cela pouvait-il faire? Mais par ailleurs, Burich m'avait toujours averti de ne pas acheter un cheval qui sentait la graine de Caris. Pire encore, disait-il. S'il surprenait quelqu'un à mettre de l'huile de Caris dans le grain d'une de nos bêtes, il le tuerait, à main nue. Ah, curieux! Écoute, si tu dois faire accoster les chevaux à la nage, je te conseille de placer ta chemise et ton manteau dans un sac en toile huilée et de me les confier sur le Doris. Ainsi, tu auras au moins quelque chose de sec à te mettre une fois à terre. À partir de la côte, la route sera... Burich dit que lorsqu'on en a donné une fois à un animal, il n'est plus jamais le même. Ça change les chevaux. Il dit qu'on peut s'en servir pour gagner une course ou pour forcer un cerf, mais qu'après la bête ne sera plus jamais comme avant. Il dit que des maquignons malhonnêtes l'emploient pour donner bonne apparence à un animal lors d'une vente. Ça lui donne de la vigueur, et ça lui fait briller les yeux, mais ça passe rapidement. Ulrich dit que les chevaux ne sentent plus leur fatigue, si bien qu'ils continuent bien au-delà de la limite où ils auraient dû tomber d'épuisement. Il m'a raconté que parfois, quand l'effet de la graine de Caris s'arrête, le cheval s'écroule comme une masse. Les mots jaillissaient de moi comme de l'eau froide sur des pierres. Imbre leva les yeux de la carte et me regarda avec douceur. J'ignorais que Burich en savait si long sur la graine de Caris. Tu l'as écouté attentivement, c'est bien. Maintenant, peut-être aurais-tu la bonté d'accorder la même attention à la prochaine étape de notre voyage. Mais, Imbre! Il me pétrifia d'un regard. Burich est un excellent maître de chevaux. Enfant déjà, il y montrait de grandes dispositions. Il se trompe rarement en matière de chevaux. À présent, écoute-moi bien. Nous aurons besoin d'une lanterne pour aller de la plage jusqu'aux falaises au-dessus. Le sentier est très mauvais.
Il faudra peut-être y mener les bêtes l'une après l'autre. Mais il paraît que c'est faisable. Ensuite, nous allons directement à Forges en coupant à travers la campagne. Il n'existe pas de route qui nous y conduise tout droit. Le terrain est montueux, mais dépourvu de forêt. Et comme nous nous déplacerons de nuit, c'est le ciel étoilé qui sera notre carte. Je compte atteindre Forges en milieu d'après-midi. Nous nous ferons passer pour de simples voyageurs, toi et moi, et je n'ai pas prévu plus loin. Après, il faudra improviser. Et le moment où j'aurais pu lui demander comment il pouvait consommer de la graine sans en mourir, ce moment passa, écarté par l'exposé de ses plans soigneusement établis. Pendant encore une demi-heure, il m'entretint de divers détails, puis il me congédia, disant avoir d'autres préparatifs à terminer, et me recommanda de jeter un coup d'œil aux chevaux avant de me reposer tant que je le pouvais. Les montures se trouvaient à l'avant dans un enclos matérialisé par des cordes tendues sur le pont. Un lit de paille protégeait le bois de leurs cymbaux et de leurs déjections. Un matelot à la mine revêche réparait une section du bastingage, gauchie par un coup de sabot de suie pendant l'embarquement. Comme il ne paraissait pas disposé à bavarder, et que les chevaux étaient aussi calmes et bien installés que les circonstances le permettaient, je fis un tour rapide du bateau. Nous nous trouvions sur un petit bâtiment marchand, dans un état passable, plus large que profond, et qui faisait le commerce inter-îles. Son faible tirant d'eau lui permettait de remonter les fleuves ou de s'échouer sur les plages sans dommage. Mais son comportement plus au large laissait beaucoup à désirer. Il avançait de guingois avec force, plongeon et révérence, telle une fermière chargée de paquets se frayant un chemin dans la foule d'un marché. Nous constituions apparemment sa seule cargaison. Un matelot me donna quelques pommes à partager avec les chevaux, mais se montra peu enclin à engager la conversation. Aussi, après avoir distribué les fruits, je m'installai sur la paille près des bêtes et suivis le conseil d'Imbre. Les vents nous furent propices et le capitaine nous emmena plus près des hautes falaises que je ne l'aurais cru possible. Mais débarquer le chevaux n'en fut pas moins une tâche pénible. Tous les discours et les avertissements d'Imbre ne m'avaient pas préparé à la noirceur de la nuit sur l'eau. Les lanternes du pont donnaient une piètre lumière, plus trompeuse qu'utile à cause des ombres dansantes qu'elles projetaient. Finalement, un matelot conduisit Imbre à terre à bord du Doris. Pour ma part, j'accompagnais le chevaux récalcitrant à l'eau, sachant que Sui se débattrait, au risque de couler la barque si on essayait de la guider au bout d'une corde. Je m'accrochai à ma jument et l'exhortai à nager en me fiant à son bon sens pour se diriger vers l'éclat sourd de la lanterne sur la plage. Je tenais la monture d'Imbre au bout d'une longue ligne, car je n'avais pas envie qu'il baratte l'eau trop près de nous. La mer était froide, la nuit obscure, et si j'avais eu pour 2 sous de jugeote, j'aurais prié tous les dieux pour me trouver ailleurs. Mais l'adolescence a la particularité de transformer les obstacles et les contrariétés en aventures et en défis personnels. Je sortis des vagues gelées, dégoulinant et absolument ravi. Je tenais Sui par les rênes et encourageai à grand compliment le cheval d'Imbre à nous rejoindre. Le temps que je l'ai bien en main, Imbre était à mes côtés, lanterne levée, un sourire exultant aux lèvres. Le marin était déjà reparti et souquait pour rallier le bateau. Imbre me rendit mes affaires sèches, mais, enfilées par-dessus des vêtements trempés, elles n'améliorèrent ma situation que fort relativement. Où est le chemin demandai-je, d'une voix chevrotante. Imbre émit un grognement ironique. Le chemin. Hum. Je suis allé y jeter un coup d'œil pendant que tu tirais mon cheval de l'eau. Ce n'est pas un chemin. C'est tout juste le tracé de l'eau de pluie quand elle dévale la falaise. Mais il faudra s'en contenter. La montée s'avéra un peu moins difficile que prévu, mais pas de beaucoup. La coulée, étroite et raide, était parsemée de gravier qui roulait sous le pied. Imbre ouvrait la marche avec la lanterne et je le suivais avec les 2 bêtes. À un moment, le Imbre refusa soudain d'avancer et se mit à tirer en arrière, me déséquilibrant et jetant presque Sui à genoux, alors qu'elle s'efforçait de continuer à monter. J'avais le cœur au bord des lèvres en arrivant au sommet de la falaise. Là, la nuit et le versant herbu s'ouvrirent devant nous sous la lune et le ciel piqueté d'étoiles, et l'esprit du défi me saisit à nouveau. Peut-être était-ce une réaction à l'attitude d'Imbre. Sous l'effet de la graine de Caris, il avait les yeux plus grands et plus brillants. Même à la lumière de la lanterne, et l'énergie qu'il manifestait, pour artificielle qu'elle fût, était contagieuse. Même les chevaux en paraissaient affectés. Ils ne cessaient de s'ébrouer et d'encenser. Imbre et moi, nous nous prîmes à rire comme des fous en ajustant les harnais, puis en nous mettant en selle. Mon compagnon porta son regard vers les étoiles avant de l'abaisser sur le coteau qui dévalait devant nous. Avec une désinvolture dédaigneuse, il jeta la lanterne au loin.
En avant cria-t-il à la nuit, et il talonna son bec qui bondit. Sui n'avait pas l'intention de se laisser distancer. Aussi me retrouvai-je à oser ce que je n'avais jamais fait jusque-là, galoper de nuit sur un terrain inconnu. C'est un miracle que nous ne soyons pas rompu le cou. Pourtant le fait est là. Parfois la chance sourit aux enfants et aux fous, et cette nuit-là, j'avais le sentiment que nous étions les deux. Imbre courait en tête. Lors de cette chevauchée, je compris un nouvel élément de l'énigme que Burrich constituait à mes yeux. Car il y a une sérénité très étrange à s'en remettre à quelqu'un d'autre. À lui dire tu mènes la danse, moi je te suis, et je te fais entièrement confiance pour ne pas m'exposer à la mort ni au danger. Cette nuit-là, tandis que, sans répit, nous pressions nos montures et qu'Imbre se repérait aux seules constellations, je ne m'inquiétais pas une seconde de notre sort au cas où nous nous égarerions, ou si un cheval se blessait à la suite d'un faux pas. Je ne me sentais plus aucune responsabilité. Tout était subitement simple et clair. Je me contentais d'obéir aux ordres d'Imbre, et je me remettais à lui pour nous mener à bon port. Transporté, je me tenais sur l'extrême crête d'une vague de confiance, et une pensée me vint soudain. C'est cela que Burrich vivait auprès de chevalerie, et c'est cela qui lui manque si cruellement. Nous chevauchâmes ainsi jusqu'à l'aube. De temps en temps, Imbre laissait souffler les chevaux, mais pas aussi fréquemment que l'aurait fait Burrich. Il s'arrêtait aussi quelquefois pour scruter le ciel, puis l'horizon, afin de s'assurer de notre direction. Tu vois cette colline qui se découpe là-bas sur les étoiles? On ne la distingue pas bien, mais je la connais. De jour, elle ressemble à la coiffe d'une marchande de beurre. On l'appelle la butte de Kifacho. Nous devons la laisser aller ouest. Allons-y. Une autre fois, il fit halte au sommet d'une éminence. Je tirai les rênes près de lui. Il était immobile, très grand et très droit. On l'aurait dit sculpté dans la pierre. Soudain, il tendit le bras. Sa main tremblait légèrement. Tu vois ce ravin en bas? Nous avons un peu dévié vers l'est. Il faudra corriger le cap en route. En taille noire dans le paysage, à peine moins obscur qui s'étendait sous les étoiles, le ravin m'était quasiment invisible. Je me demandais comment Imbre le savait là. Environ une demi-heure plus tard, il indiqua une ondulation de terrain au sommet de laquelle brillait un point de lumière. Quelqu'un est réveillé, assure Jema, remarqua-t-il. Sans doute le boulanger qui met les petits pains du matin à lever. Il se tourna dans sa selle, demi, et je sentis son sourire plus que je ne le vis. Je suis né à moins d'1 mille d'ici. Allons, mon garçon, en route. Je n'aime pas savoir des pirates si près de Surgema. Et nous nous engageâmes dans une descente si escarpée que je perçus la contraction des muscles de Sui qui baissaient la croupe pour se retenir lors de ces nombreuses glissades. Le petit jour grisaillait déjà le ciel lorsque je flairai à nouveau l'odeur de l'océan. Il était encore tôt quand, passé le sommet d'une colline, nous vîmes s'étendre en contrebas le petit village de Forge. Par bien des côtés, le bourg n'avait guère d'intérêt. Le mouillage n'y était possible qu'à certaines marées. Le reste du temps, les navires devaient s'ancrer plus au large et laisser de petites embarcations assurer les transbordements. Tout ce qui empêchait Forge de disparaître des cartes, c'était ses mines de fer. Je ne m'attendais donc pas à une cité débordante d'animation. Mais je n'étais pas non plus préparé à ces tourbillons de fumée qui s'échappaient des bâtiments noircis et des toits effondrés. Quelque part, une vache meuglait, les mamelles pleines. Quelques bateaux s'abordaient, gisaient le long de la grève, leurs mâts pointés vers le ciel tels des arbres morts. Le matin se levait sur des rues désertes. Mais où sont les habitants? M'étonnai-je tout haut. Morts, emmenés en otage ou encore cachés dans les collines. La voix tendue d'Imbre m'obligeait à le regarder. La souffrance que je lus sur ses traits me stupéfia. Il surprit mon expression et haussa les épaules. Le sentiment que ces gens ne font qu'un avec toi, que leur catastrophe est ton échec personnel, tout ça te viendra les années passant. C'est dans le sang. Et, me laissant ruminer ces paroles, il fit avancer au pas sa monture fatiguée. Au bas de la colline, nous pénétrâmes dans la ville. La seule précaution que parut prendre Imbre fut de ralentir encore l'allure. Nous n'étions pourtant que deux, désarmés, montés sur des animaux épuisés, au milieu d'un village où... Le navire est parti, mon garçon. Un bateau pirate ne peut se déplacer sans un équipage complet de rameurs. En tout cas, pas dans le courant qui longe la côte d'ici. Ce qui pose de nouvelles questions. Comment connaissait-il nos marées et nos courants pour réussir un raid ici? Et d'abord, pourquoi un raid ici? Voler d'une minerai de fer?
Il est beaucoup plus facile de s'en emparer en attaquant un navire marchand. Ça n'a aucun sens, mon garçon. Absolument aucun sens. La rosée s'était abondamment déposée durant la nuit. La ville exhalait une âcre odeur de bois humide et carbonisé. Ça et là, le feu couvait encore dans les mines. La rue devant certaines maisons était jonchée d'objets domestiques, mais les habitants avaient-ils tenté de sauver quelques-uns de leurs biens, ou les pirates avaient-ils commencé à piller avant de changer d'avis? Je l'ignorais. Une boîte à sel sans son couvercle, plusieurs aunes de lainage vert, une chaussure, un fauteuil brisé, symbole éloquent d'une vie douillette et sans danger. Tous ces objets gisaient désormais dans la boue, disloqués, piétinés. Un sentiment d'horreur m'envahit. Nous arrivons trop tard, dit Imbre d'une voix sourde. Il tira les rênes et Suis s'arrêta près de lui. Comment demandai-je bêtement, brutalement sorti de mes réflexions. Les otages. Ils les ont renvoyés. Où ça? Imbre m'adressa un regard incrédule, comme si j'étais fou ou extraordinairement stupide. Là, dans ces ruines. Il est difficile d'expliquer ce qui m'arriva dans les instants qui suivirent, tant il se produisit d'événements simultanés. Je distinguai un groupe de personnes de tout âge et de tout sexe dans les décombres calcinés d'une sorte d'entrepôt. Ces gens fouillaient les ruines en marmottant, dépenaillés, mais apparemment oublieux de leurs états. Deux femmes s'emparèrent ensemble d'une grosse bouilloire et se mirent aussitôt à s'échanger des gifles, chacune s'efforçant de chasser l'autre pour s'approprier le butin. Elles m'évoquaient deux corbeaux, se disputant une croûte de fromage. Elles poussaient des cris rauques, se griffaient et s'insultaient tout en tirant sur l'anse chacune de son côté. Sans leur prêter la moindre attention, les autres poursuivaient leur pillage. De la part de villageois, c'était là une singulière conduite. J'avais toujours entendu dire qu'après une attaque, les gens s'unissaient pour nettoyer et rendre habitables les bâtiments encore debout, puis s'entraidaient pour récupérer les biens les plus précieux qu'ils mettaient en commun afin de survivre en attendant la reconstruction des logis et des entrepôts. Mais ces gens-ci ne paraissaient pas se soucier d'avoir presque tout perdu. Possession, famille et amis, dans l'attaque. S'ils s'étaient réunis, c'était pour mieux se disputer ce qui restait. C'était un spectacle horrifiant. Mais surtout, je ne percevais pas leur esprit. Je ne les avais ni vus, ni entendus avant qu'Imbre ne me les désigne du doigt. Sans lui, je serais passé devant eux sans les remarquer. C'est alors que j'eus une écrasante révélation. J'étais différent de tous les gens que je connaissais. Imaginons un enfant voyant qui grandit dans un village d'aveugles dont aucun n'imaginerait seulement ce qu'elle a vu. L'enfant n'aurait pas de mots pour décrire les couleurs, ni les degrés de luminosité. Et les autres n'auraient aucune idée de la façon dont il perçoit le monde. Ce fut l'impression que j'eus en cet instant, où je contemplais les villageois. Car Imbre s'interrogea tout haut, voix empreinte de détresse. Qu'ont donc ces gens? Et que leur est-il arrivé? Et moi, je le savais. Tous les liens qui courent entre les individus, qui rattachent la mère à l'enfant, l'homme à la femme, le sentiment d'union qu'ils tissent avec la famille et les voisins, avec les animaux de compagnie, les troupeaux, et même avec les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, tous ces liens avaient disparu. Toute ma vie, sans même en avoir conscience, je m'étais reposé sur ces filaments d'émotions pour m'avertir de la proximité de créatures vivantes. Les chiens, les chevaux, même les poulets en étaient dotés, tout comme les humains. Mais c'est pourquoi je levai les yeux vers une porte avant que Buriche ne l'ouvre. Et je savais qu'il y avait un nouveau chiot dans l'écurie enfoui sous la paille. C'est pourquoi je m'éveillais quand Imbre ouvrait l'escalier. Je percevais les gens. Et c'était ce sens qui me mettait toujours en garde le premier, qui m'avertissait de me servir de mes yeux, de mes oreilles et de mon nez pour voir ce qui se passait. Mais aucune émotion n'émanait de ces gens-là. Imaginez de l'eau sans poids, et qui ne mouillerait pas. C'est l'impression que j'avais. Ces gens n'avaient plus rien de ce qui les rendait non seulement humains, mais même vivants, tout simplement. Pour moi, c'était comme si je voyais des pierres se lever et se mettre à se quereller. Une petite fille avait trouvé un pot de confiture et se léchait la main qu'elle y avait enfoncée. Un homme se détourna du tas de tissus roussis dans lesquels il fourrageait et s'approcha d'elle. Il saisit le bocal et repoussa brutalement la gamine sans prêter attention à ses cris de colère. Personne ne fit mine d'intervenir. Je m'emparai des rênes d'Imbre à l'instant où il s'apprêtait à mettre pied à terre. Puis je poussa un cri mental à l'adresse de Suis. Bien qu'épuisée, la jument tira de ma peur des forces nouvelles. Elle bondit en avant, et d'une saccade sur sa bride, j'entraînai le bec d'Imbre à notre suite. Presque désarçonné,
Mon mentor s'accrocha à sa selle et je nous fis sortir du village au grand galop. J'entendais des hurlements derrière nous, plus glaçants que la voix des loups, froids comme le vent de la tempête qui s'engouffre dans les cheminées, mais nous étions à cheval et j'étais terrifié. Je me refusais à ralentir et à rendre ses rênes à Imbre tant que nous n'aurions pas laissé les maisons loin en arrière. La route vira, et le long d'un petit bois, je m'arrêtai enfin. C'est à ce moment seulement, je crois, que j'entendis Imbre me demander des explications d'un ton furieux. Elle ne fut guère cohérente. Je me penchai sur l'encolure de suie et me serrai contre elle. Je perçus à la fois sa fatigue et les tremblements qui agitaient mon corps. Vaguement, je sentis qu'elle partageait mon angoisse. Je repensai aux humains vides de forge et des genoux, je la fis avancer. Elle se mit en route d'un pas fourbu, et Imbre suivit à notre hauteur en exigeant de savoir ce qui m'avait pris. J'avais la bouche sèche et la voix chevrotante. Sans le regarder, je lui exposai tant bien que mal le souffle haché par la peur ce que j'avais ressenti. Quand je me tus, les chevaux continuèrent à suivre la route de terre battue. Je finis par rassembler assez de courage pour regarder Imbre en face. Il me dévisageait comme s'il m'était poussé des andouillés sur le front. Le nouveau sens que je venais de me découvrir s'imposait désormais à moi, et je sentis le scepticisme du vieillard. Mais je perçus aussi la distance qu'il établissait avec moi. Le léger recul qu'il opérait comme pour se protéger d'un proche soudain devenu un peu étranger. Cela me fit d'autant plus mal qu'il n'avait pas eu cette réaction devant les gens de Forge, pourtant 100 fois plus incompréhensible que moi. On aurait dit des marionnettes, expliquai-je, des pantins de bois qui auraient pris vie et qui jouaient une pièce monstrueuse. S'ils nous avaient vus, ils n'auraient pas hésité à nous tuer pour nous voler nos chevaux, nos manteaux ou un bout de pain. Ils... Je cherchais mes mots. Ce ne sont même pas des animaux, ils n'émanent rien d'eux. Rien. Ils sont comme des objets sans lien entre eux, comme des livres sur une étagère, ou des pierres, ou... Imbre m'interrompit d'une voix où se mêlaient la douceur et l'agacement. Allons, mon garçon, reprends-toi. Nous avons voyagé toute la nuit et tu es épuisé. À rester trop longtemps sans dormir, l'esprit se met à jouer des tours. On rêve tout éveillé et... Non! Je voulais le convaincre à tout prix. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la fatigue. Nous allons y retourner, dit-il d'un ton raisonnable. La brise matinale faisait tourbillonner son manteau, spectacle si familier que je sentis mon cœur sur le point d'éclater. Comment pouvait-il se trouver dans le même monde, une brise si ordinaire et des êtres comme ceux du village? Et Imbre, qui parlait de façon si calme et si simple. Ces gens sont des gens normaux, mon garçon. Mais ils sont passés par des épreuves affreuses, et c'est ce qui explique leur comportement bizarre. J'ai connu une jeune fille qui avait vu son père se faire tuer par un ours. Eh bien, elle est restée comme ça, les yeux dans le vague, à ne s'exprimer que par grognement, à peine capable de s'occuper d'elle-même pendant plus d'un mois. Ces gens se remettront en retrouvant leur existence habituelle. Il y a du monde devant, m'écriai-je. Sans rien voir ni entendre, j'avais senti un tiraillement sur le toile d'araignée de cette faculté dont je venais de prendre conscience. Et de fait, plus loin sur la route apparaissait la queue d'une procession d'individus en haillons. Certains menaient des animaux battés, d'autres tiraient ou poussaient des carrioles ou s'entassaient un méli-mélo d'objets hétéroclites. Ils nous jetèrent des coups d'œil par-dessus l'épaule, comme si nous étions des démons surgis de la terre et lancés à leur trousse. Le grêlé cria un homme en fin de convoi, en pointant le doigt sur nous. Son visage creusé par la fatigue était blanc de terreur. Sa voix se brisa lorsqu'il poursuivit. Les légendes se réalisent. Ses voisins s'arrêtèrent pour nous regarder d'un air craintif. Des fantômes sans pitié rôdent parmi les ruines de notre village, dans des cœurs d'emprunt, et le grêlé au manteau noir répand ses mots sur nous. Les anciens dieux nous punissent de nos vies trop douillettes. Notre prospérité sera notre perte. Ah, zut. Je ne voulais pas qu'on me voie ainsi, murmura Imbre. Il prit ses rênes dans ses mains pâles et fit volter son bec. Suis-moi, mon garçon. Sans un regard pour l'homme aux doigts toujours tendus, il dirigea sa monture vers un coteau herbu à l'écart de la route. Le tout avec des gestes lents comme amortis. Ulrich avait cette même façon apaisante de se déplacer lorsqu'il avait affaire à un cheval ou à un chien méfiant. Fatigué, sa bête ne quittait la piste plane qu'à regret. Imbre se dirigea vers un bosquet de bouleaux au sommet de la colline. Je le regardais s'en aller sans comprendre. Suis-moi, mon garçon, répéta-t-il, par-dessus son épaule en voyant que je ne bougeais pas. Tu as envie de te faire lapider? Ce n'est pas une expérience agréable. Prudemment, je détournai suie la route comme si je n'avais pas vu la foule engrossée devant nous. Les réfugiés balançaient entre la colère et la peur. Je percevais leurs émotions comme une tache rouge-noire maculant l'éclat du jour. Je vis une femme se baisser, un homme se détourner de sa brouette. Ils approchent criai-je à Imbre à l'instant même où il s'élançait vers nous.
Certains avaient des pierres à la main, d'autres des bâtons de bois verts arrachés dans la forêt. Tous avaient l'aspect dépenaillé propre aux gens de la ville, contraints de vivre à la belle étoile. C'était le reste de la population de Forge, celle qui n'avait pas été prise en otage par les pirates. Toutes ces pensées me fusèrent à l'esprit entre la seconde où je talonnais Sui et celle où elle bondit mollement en avant. Nos chevaux étaient éreintés, et c'est à regret qu'ils prirent le galop, malgré la grêle de cailloux qui heurtait le sol dans notre sillage. Si les villageois avaient été plus dispos ou moins effrayés, ils nous auraient rattrapés sans mal, mais j'ai cru qu'ils étaient surtout soulagés de nous voir fuir. Ils s'inquiétaient davantage des créatures qui hantaient leur village que de deux inconnus qui se sauvaient devant eux, si menaçants qu'ils parussent. Ils s'arrêtèrent de courir, mais continuèrent à crier en brandissant leurs gourdins jusqu'à ce que nous soyons au milieu des arbres. Imbre dirigeait notre course, et je le suivis sans poser de questions sur un chemin parallèle à la route. Hors de vue des sinistrés qui abandonnaient Forge, les chevaux avaient repris le pas et traînaient le sabot. Je bénis les ondulations de terrain et les bocteaux qui nous protégeaient de toute poursuite. J'avisai un ruisseau qui scintillait et l'indiquai à Imbre sans un mot. En silence, nous fîmes boire les chevaux, puis nous leur donnâmes de l'avoine tirée des provisions d'Imbre. Je desserrai leurs harnais et nettoyai la boue qui maculait leurs robes avec des poignées d'herbe. Pour les cavaliers, le repas se réduisit à l'eau glacée du rue et à du pain de voyage grossier. Mais je soignai les bêtes du mieux que je pus. Imbre semblait perdu dans ses pensées. Et, à un long moment, je respectais son intimité. Mais ma curiosité finit par l'emporter et je posai la question qui me brûlait les lèvres. C'est vrai que vous êtes le grêlé? Il sursauta, puis me dévisagea. Stupéfaction et tristesse se mêlaient également dans son regard. Le grêlé? L'homme légendaire qui annonce maladie et désastre? Oh! Allons, mon garçon, tu n'es pas naïf à ce point. Cette légende court depuis des siècles. Tu ne me crois quand même pas si vieux. Je haussai les épaules. J'avais envie de répliquer. Vous êtes couvert de marques et vous apportez la mort. Mais je me retins. Parfois, il me paraissait très âgé, et en d'autres occasions, si débordant de vitalité qu'on eût dit un tout jeune homme dans un cœur de vieillard. Non, je ne suis pas le grêlé, poursuivit-il. Davantage pour lui-même qu'à mon intention. Mais à partir de maintenant, il va se répandre des rumeurs comme pollen au vent dans les Siduchés. On va parler de maladies, de pestilences et de punitions divines pour des méfaits imaginaires. Je regrette qu'on m'ait vu sous cet aspect. Les habitants du royaume ont déjà bien assez de sujets d'inquiétude. Mais nous avons des soucis plus pressants que la crédulité des gens. J'ignore comment tu l'as su, mais tu avais raison. J'ai réfléchi très soigneusement à tout ce que nous avons vu à Forge. Je me suis rappelé les paroles des villageois qui voulaient nous lapider, et aussi l'expression de leur visage. Je les ai connus par le passé, ces gens de Forge. De vaillants gaillards, pas du genre à se laisser chasser de chez eux par pure superstition. Et c'est pourtant ce que font ceux que nous avons vus sur la route. Ils quittent Forge, pour toujours. Ou du moins, telle est leur attention. Avec ce qu'ils peuvent transporter des biens qu'il leur reste. Ils abandonnent les maisons où sont nés leurs aïeux, et ils abandonnent aussi leurs proches qui vaquent et fouillent parmi les ruines comme de simples d'esprit. L'ultimatum des pirates rouges n'était pas une simple rodomontade. Je ne peux m'empêcher de frémir en pensant à ces gens. Il y a quelque chose de monstrueux, et je redoute la suite. Car si les pirates peuvent capturer nos compatriotes, puis exiger rançon pour les tuer, sous menace de nous les renvoyer comme ceci, quel sinistre choix. Et une fois encore, ils ont frappé là où nous étions le plus désarmés. Il se tourna vers moi comme pour ajouter un mot, et chancela soudain. Il s'assit lourdement, le teint cireux, puis courba la tête, et se couvrit le visage de ses mains. Imbre m'exclamai-je éperdu en bondissant à ses côtés. Mais il se détourna de moi. La graine de Caris, me dit-il d'une voix étouffée. C'est son terrible défaut. Son effet s'arrête brutalement. Le riche a eu raison de te mettre en garde contre elle, mon garçon. Mais parfois, les seuls choix possibles sont tous mauvais. Parfois, en de tristes époques comme la nôtre. Il releva le visage, il avait les yeux éteints, les lèvres presque molles. Il faut que je me repose, dit-il d'un air aussi piteux qu'un enfant pris de nausée. Je le rattrapai alors qu'il s'effondrait, et je l'allongeai par terre. Je lui calai mes fentes sous la nuque, puis j'étendis nos manteaux sur lui. Le pouls lent et la respiration laborieuse, il ne bougea pas jusqu'au lendemain après-midi. Cette nuit-là, je dormis collé à son dos dans l'espoir de lui tenir chaud, et au matin, je lui donnai à manger, ce qui nous restait de vivre. Le soir, un peu remis, il put remonter à cheval et ce fut le début d'un voyage monotone.
Nous nous déplacions lentement de nuit. Imbre choisissait le chemin, mais c'était moi qui menais, et la plupart du temps, il n'était qu'une charge sur le dos de son cheval. Il nous fallut 2 jours pour refaire en sens inverse le trajet accompli en une nuit de folle chevauchée. Nos provisions étaient maigres, les échanges davantage encore. Le simple fait de penser semblait épuiser. Le simple fait de penser semblait épuiser Imbre, et quelles que fussent ses réflexions, il les jugeait trop lugubres pour les exprimer. Il m'indiqua où allumer le feu destiné à signaler notre présence au bateau. Un Doris vient nous chercher, et il y embarqua sans un mot. Rompu, il se déchargeait sur moi d'amener nos montures fatiguées à bord du bateau. Aiguillonné par l'amour-propre, je menai la tâche à bien, puis une fois sur le pont, je dormis comme cela ne m'était plus arrivé depuis quelques jours. Après quoi nous débarquâmes et nous nous traînâmes jusqu'à Finbay. Au petit matin, Dame Tin reprit résidence à l'auberge. Le lendemain après-midi, je pus annoncer à l'aubergiste qu'elle se sentait beaucoup mieux et apprécierait qu'on lui monte un plateau des cuisines. Imbre paraissait en effet en meilleure forme, bien qu'il eût encore des accès de transpiration profuse et qu'il émanât alors de lui une âcre odeur de graines de carice. Il avalait des repas gargantuesques et buvait d'incroyables quantités d'eau. Et au bout de 2 jours, il m'envoya prévenir l'aubergiste que Dame Tin partait le lendemain matin. Récupérant plus vite, j'avais disposé de plusieurs après-midi pour me promener dans Fitbay et jouer les badauds devant Échoppe et Camelot, tout en écoutant les potins dont Imbre était si friand. Nous apprîmes ainsi ce que nous avions prévu. Les efforts diplomatiques de vérité avaient porté leurs fruits, et Dame Grasse était désormais l'idole de la ville. Je constatais déjà un renouveau des travaux sur les routes et les fortifications. La tour de l'île du Guet était à présent occupée par les meilleurs hommes de Kelvar, et le peuple l'avait rebaptisée Tour de Grâce. Mais le même peuple parlait aussi des pirates rouges qui avaient passé les propres tours de vérité et des étranges événements de forge. J'entendis plus d'une fois dire qu'on avait aperçu le grêlé, et les histoires qu'on racontait autour de la cheminée de l'auberge sur les nouveaux habitants de Forge me donnaient des cauchemars. Ceux qui avaient fui le village rapportaient des récits à fendre l'âme sur des parents transformés en créatures froides et sans cœur. Elles vivaient toujours là-bas comme si elles étaient encore humaines, mais leurs proches n'étaient pas dupes. Ces êtres faisaient ouvertement ce que personne n'avait jamais osé faire dans le duché de Serre. Les horreurs que l'on narrait dépassaient mon imagination. Plus aucun bateau ne mouillait à Forge. On se procurerait désormais ailleurs le minerai de fer. On disait même que nul ne voulait accueillir ceux qui s'étaient sauvés de Forge, car qui savait de quelle infection ils étaient atteints. Après tout, le grêlé leur était apparu. Il était plus cruel encore d'entreprendre des gens ordinaires affirmer que tout serait bientôt réglé, que les créatures de Forge finiraient par s'entretuer. Le ciel en soit remercié. Le bon peuple de Finbay souhaitait la mort de ceux qui avaient formé le bon peuple de Forge comme le seul bien qui pût leur advenir. Et ce n'était pas faux. Lorsque je m'éveillai, la veille du jour où Dame Tin et moi devions rallier la suite de vérité pour regagner Castelcer, je découvris une chandelle allumée et Imbre assis, le dos droit, les yeux tournés vers le mur. Avant que je n'eusse ouvert la bouche, il porta le regard vers moi. Tu dois apprendre l'art, mon garçon, me dit-il comme si ça avait été une décision douloureuse à apprendre. Nous vivons des temps funestes qui vont encore durer longtemps. En ces occasions, les hommes de bonne volonté doivent s'armer comme ils le peuvent. Je vais retourner voir Subtil, et cette fois je ne me donnerai plus, je ne demanderai plus. J'exigerai. Des heures difficiles nous attendent, mon garçon. Et j'ignore s'ils auront une fin. Je devais souvent me poser la même question au cours des années qui suivirent.